Donc tout à l'heure, on vous parlait de nos nouvelles playlists que vous pouvez trouver sur Spotify. On a parlé de ça? Oui. J'étais pas là. Oui. Ouais. J'étais une bière pas là. Une bière pas là. Bah, essaie de rattraper le retard. Ça sera gentil. Pardon. Et du coup, ça m'a donné l'idée de vous parler d'un truc super intéressant. C'est super bien vendu, t'as vu? Ouais. Il y a 10 000 francs à gagner si vous écoutez tout le sujet. Tout le sujet qui dure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 et demi. Moi, honnêtement, je serais parti d'ici là. Je vous laisse entre vous. Page. Toi, tu continues ton émission. Moi, je vais au bar. Le mec, il revient à 1h du matin. Il n'a pas fini. Alors maintenant, je vais vous parler. Ça enregistre toujours. Je voulais vous parler de l'évolution du support physique et de diffusion dans l'industrie de la musique, c'est-à-dire tous les moyens qu'on a eu en tant qu'être humain pour écouter de la musique en fait. Et je vous amène directement à cette belle époque de 1877, je m'en souviens comme si j'y étais, 1877, avec l'apparition du cylindre phonographique, Ouais. aussi appelé le cylindre Edison. Edison, du nom de l'inventeur Thomas Edison. Ok. Donc ça se présente sous la forme d'un cylindre, donc de forme cylindrique. Ce cylindre était recouvert d'une feuille d'étain sur laquelle étaient gravés des sillons. Donc forcément, donc ce phonographe en fait était le cylindre phonographique, pardon, était le pionnier. C'est vraiment le tout premier moyen de diffusion de la musique qu'on a inventé. C'était pas forcément le plus efficace parce qu'il y en a d'autres qui sont. Par contre, c'était un temps limité, qui était de. Il y avait de la pub, c'est ça? 2 minutes maximum. Mais alors, du coup, comment ça tournait? C'était le phonographe en fait tout était manuel forcément vu que l'électricité n'était pas encore à la norme à l'époque. Edison. Donc du coup en fait une manivelle qui faisait tourner le cylindre et une aiguille parcourait les sillons faits dans cette feuille d'étain et une sorte de gros cône sonotone ou je sais pas quoi en forme de fleur, c'était joli, diffusait le son en fait qui était après. Pourquoi, comment, etc. Là, je vous invite à aller approfondir la recherche. On est sur le même style du coup que sur le disque. Voilà, c'était une gravure avec un... On y vient juste après. Ce cylindre, le cylindre phonographique, en fait, on ne pouvait pas le dupliquer. On peut pas être construit à la chaîne. Voilà. La seule façon, en fait, qu'ils ont trouvé pour qu'un artiste se fasse connaître, était de chanter le nombre de fois, en fait, qui voulait avoir une copie en fait. Et donc c'était la petite particularité, ouais, donc, difficulté de reproduction, mais qui bien sûr au fil du temps a été améliorée. Mais seulement donc de 10 ans plus tard, tu as le disque 78 tours en 1887 qui est apparu. Alors c'est pas le disque qu'on connaît maintenant. Ce disque-là était fait de caoutchouc vulcanisé, qui était aplati et déposé sur du cuivre ou du zinc. Ok. Voilà. Et dessus étaient gravés des hiéroglyphes, des sillons en fait, pareil, même principe que le cylindre, sauf que là c'était un disque, donc beaucoup plus pratique à ranger, et forcément. Et ce disque-là contenait 3 minutes et quelques de musique. Donc ce 78 tours était lu sur des platines. Des platines, donc pareil à l'époque, pas de courant, et c'était tourné avec des manivelles. Donc quand on dit 78 tours de l'époque, ça veut dire 78 tours par minute, sauf que comme c'était tourné à la main, 3 minutes, c'était les 78 tours minutes étaient toutes relatives, hein. C'était en fonction de Madame la Marquise, si t'étais abonné à Pornhub ou quoi. T'avais plus besoin là, peut-être t'avais le poignet plus épais que le bras. Donc, juste pour finir avec le 78 tours, forcément, donc, il a gagné en popularité au fil des années. Et c'est à partir de 1927 et l'avènement de l'électricité, ça y est, il y a une machine automatique qui a bouleversé, entre guillemets, le développement de la musique aux États-Unis. C'est le jukebox. Qui utilisait, donc c'est des grosses machines dans lesquelles, pour les jeunes qui ne s'en souviennent pas, qui ont peut-être aperçu au cinéma, mais ça... Ils en refont, tu vois, c'est des trucs qui se refont aujourd'hui, mais sauf qu'aujourd'hui, tout est préenregistré dedans. Et du coup, ces machines contenaient une dizaine de de disques. Et t'appuyais sur un bouton, genre Elvis Presley ou je sais pas quoi, machin, bref, et
et ça changeait et ça jouait. T'avais des petits bras mécaniques qui venaient, qui récupéraient le disque et qui te le posaient directement. Image ici. C'était une playlist, mais elle faisait cette taille-là. Et ces machines, on les retrouvait dans les restaurants, dans les bars. Aux États-Unis, pour moi, c'est même limite un emblème. Ouais, des États-Unis. Un truc de la culture américaine. Tu mets ça avec une petite bouteille de coca en verre à côté. C'est bon. Marty McFly qui arrive sur son wakeboard derrière. Overboard, pardon. Wakeboard. Là, t'es bien du Pacifique. Aloha, motherfucker. Et donc voilà, donc la fin du disque 78 tours donc, est arrivée en 1946, précisément, avec l'apparition des disques à micro-sillon, ou appelés vinyle, ou appelés LP long play, qui par rapport aux 78 tours, on a moins les bruits de surface, les chuintements, les crépitements, les machins, donc la qualité du son était forcément gagnant en qualité. Les 33 tours, donc du 78 tours, on passe à 33 tours. On arrive jusqu'à 23 minutes par face de musique. Donc ça fait 46 minutes en tout de musique. Donc c'est un album, vas-y, je pense que on va mettre 46 minutes de musique. Aujourd'hui, je dirais même que tu as des albums qui durent moins longtemps que ça. Les mecs, ils mettent 10 ans à sortir un album, il y a 800 chansons dessus. Tu fais, putain, mec, il vit dans une villa F48. T'as 3 Ferrari et tout ce que tu t'arrives à nous sortir en disant c'est 8 morceaux quoi. Sans déconner quoi. Et justement, donc tu avais les albums qui étaient sur 33 tours et les singles qui étaient sur 45 tours. Donc 45 tours c'est plus petit et ça va jusqu'à 5 minutes et demie par face. Et je crois que tu avais différents appareils justement pour les liens. Parce que je me rappelle d'une chanson de Claude François où il disait que tu avais ces petits appareils que tu pouvais emmener à la plage. Ah, ça, c'est les crocs. Comment ils s'appelaient ça? Les manches-disques. Ouais. Du coup, tu avais ce truc que tu pouvais avoir chez toi, ou sinon tu pouvais avoir un petit appareil où tu mettais ton disque dedans. Enfin, ton disque, pas ton CD, hein, ton disque dedans. Et du coup, ça pouvait se lire en extérieur. Voilà, ouais, tu pouvais. C'était. Avec les groupes électrogènes à côté. Salut les filles. Donc, pour la petite histoire, c'est Columbia Records qui a lancé les 33 tours, avec la machine qui va avec. Et les 45 tours, c'est RCA Records. Je ne connais pas, mais. C'est qui? RCA. RCA. Ah, ils ont dû se faire racheter ou ils ont dû mourir. Et donc, du coup, j'anticipe sur une question que tu pourrais très bien me poser. Le premier disque, 33 tours, qui a été fait, en fait, c'est un disque de musique classique, apparemment. Mais ça se contredit un peu. En faisant mes recherches, il y a Frank Sinatra en fait j'ai eu les deux versions. Après j'ai eu pas mal de versions qui disaient que c'était un disque de musique classique. Le concerto pour violon OP 64 de Félix Mendelssohn, joué par un violoniste russe, Nathan Milstein. Ouais, ça sonne plus classe de dire que c'est Sinatra qui a sorti le premier disque. Hein. J'avoue que parce qu'en fait le disque de Sinatra était une copie qu'il avait sorti en 78 tours en fait. Ok. Et donc ils se sont dit, on va profiter qu'il a sorti juste avant le 78 tours pour faire moderniser le truc et sortir un 33 tours. Donc là, il faudrait remonter le temps, appeler Marty et lui demander. Moi, j'ai appelé Franck directement. Ou appeler Franck, ouais. Je cherchais la bande de Ouija, la board de Ouija là. Je finis juste avec les disques vinyles 33 tours en fait, qui avaient pour eux d'être pratiquement incassables. Par rapport, je compare toujours avec l'ancien, donc le 78 tours. Donc ils étaient beaucoup moins fragiles, beaucoup plus légers et moins épais. Et c'était vraiment la révolution, quoi. Et, ils étaient au taquet et ça a vraiment révolutionné l'industrie de la musique jusqu'à l'avènement d'un nouveau support de musique qui était la cassette audio en 1963. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la cassette audio, qui n'ont vu que des images sur Facebook en disant hey, il n'y a que les vieux qui se souviennent de ça. Alors, tu vas sur YouTube, tu tapes cassette vieux tutoriel. Voilà. Donc, toujours dans l'amélioration de la musique. Savoir leur parler aux jeunes. La cassette audio a été brevetée et mise sur le marché par Philips. Ok. Philips, qu'on connaît tous, c'est une marque super connue d'électroménager. Il est passé tout à l'heure. Hein? Il est passé tout à l'heure. Tout le monde connaît Philips. C'est pas ton mal. Donc cette cassette, fameuse cassette qu'on trouve là, on peut la lire uniquement avec un magnétocassette ou un autoradio ou un radiocassette ou ce genre d'appareil où on doit mettre cette cartouche
à l'intérieur. Si t'es un discoman, ça marche pas. Ça marche, on peut essayer, ça peut être rigolo de voir comment ça peut exploser ou prendre feu. Donc pareil, comme le CD 78 tours, comme le CD 33 tours, machin, la cassette audio a complètement aussi bouleversé l'industrie musicale parce que le temps d'enregistrement et d'écoute passe de... on était à combien on était à 5 minutes pour le 45 tours et 23 minutes pour le 33 tours. Là, la cassette audio, les durées les plus courantes, c'était... tu avais la cassette C60, Ouais. donc c'est la 30 minutes par face, et la C90, 45 minutes par face. Il y a eu d'autres versions, il y a eu d'autres modèles avec des durées beaucoup plus importantes, tels que la C180, donc qui est 180 minutes en tout, donc 2 fois 90. Mais ça, la bande était trop fragile et forcément super coûteuse, donc ça n'a pas trop marché, les gars. C'est resté un produit que pour les professionnels. Ok. Voilà. Donc le plus courant, pour les cassettes que l'on pourra sûrement trouver dans les greniers de vos parents, c'est la C60 et la C90. Donc avec l'arrivée de la cassette, en fait, il y a un phénomène qui est arrivé aussi, c'est les bootlegs. Est-ce que tu connais les bootlegs? Je connais des bootlegs. Les bootlegs. En fait, c'est un enregistrement fait par quelqu'un dans le public lors d'un concert, en fait, qu'il faisait sur une cassette. Super qualité. Non mais détrompe-toi en fait. Et en fait, ces bootlegs en fait sont devenus un phénomène en fait dans le sens où avec le temps, c'est devenu des témoignages de concerts, de grands groupes en fait, et même certains groupes ont officialisé, mais c'est totalement illégal. Hein, c'est comme si moi j'arrivais avec mon téléphone et que je filmais quelqu'un pendant un concert, et je faisais un DVD avec et je vendais. Tu vois, et en fait, le truc c'est que ces bootlegs en fait, certaines sont devenues super célèbres et super commercialisées et officialisées par les maisons de disques, etc. Mais ça veut dire que ça a été enregistré avec l'autorisation du groupe? Non, à l'insu, justement, à l'insu. Mais attends, mais du coup, ça a été enregistré avec un magnétophone, un radiocassette et un microphone, quoi. Oui, voilà. Et genre... À l'arrache, quoi. Enfin, Ah, ok, d'accord. Il y avait cette version-là, et il y en avait d'autres qui profitaient de connaître l'ingé son pendant le concert et qui mettaient sa cassette dans le truc, il enregistrait comme ça. J'allais dire, ouais, parce que à la limite, c'est le meilleur moyen d'avoir un... Mais la plupart, non, c'était... Ah, putain. Tu te mets à côté de l'enceinte. Et en fait, rebelle. Et il y a des concerts comme des groupes comme de Rolling Stones, les Beatles ou Bob Dylan, Patti Smith, etc. Des bootlegs de leurs concerts sont devenus super viraux et ont été diffusés partout. Et c'est vrai qu'en plus, des fois, en live, ils vont chanter des chansons ou faire des reprises qu'ils font pas forcément. Et c'est là, en fait, justement, je cherchais l'intérêt du bootleg. C'est que, des fois, les 3/4 du temps, le concert enregistré va être en rapport à un album qui sort ou ce genre de choses. Et très peu de fois tu vas avoir ce qui est des reprises ou juste des chansons qui font pas en live, déjà parce que soit l'artiste ça lui plaît pas la version qu'il fait live et il l'a fait pour le fun mais il a pas envie qu'elle soit enregistrée, ou soit parce que pour les copyrights c'est ce qui est les reprises qu'ils font. Donc c'est vrai que le bootleg du coup trouve sa place parce que il y a ce choix que tu fais en tant qu'artiste de faire du live et pas forcément de l'enregistrer. Et toi d'un certain côté tu arrives avec ça et tu... Ok. Donc là, je vais passer sur quelques-uns. Donc 64, la cartouche à 8 pistes. Donc en 69, la microcassette aussi, là je passe parce que ça n'a pas du tout marché. Je vais juste m'arrêter en 76 avec l'apparition de la VHS, donc la cassette vidéo. Quel rapport avec la musique? C'était surtout pour les clips vidéo, parce que forcément, dans les années 80, l'avènement des clips vidéo, etc. Je pense notamment à un clip qui a vraiment démarré la mode en fait, des clips vidéo, c'était Eurythmics, Sweet Dreams. Ok. C'est vraiment... Je dis pas qu'il y avait que celui-là, il y avait George Michael. L'avantage aussi avec les cassettes Michael Jackson, etc. Jackson, c'est de pouvoir faire des clips plus longs et du coup quasiment de sortir ça en film parce que tu as un clip qui durait 45 minutes. Et en fait, la cassette vidéo a vraiment connu une grosse popularité au niveau... Je parle toujours au niveau musique, clip musique. C'est avec la sortie du clip Justify My Love de Madonna, en fait, qui a été interdit sur MTV. Donc du coup, elle s'est dit, pourquoi, si je peux pas la sortir sur MTV, je vais la sortir en cassette. Bien joué ma grande, parce que ça
Cartonné. Ça a cartonné sa mère. Et, Dès que tu interdis quelque chose. Ah bah oui. En 82, donc arrive le disque compact. Donc en fait, pour la petite histoire, c'est Sony et Philips en fait qui se sont associés et qui ont fait viens là toi et on va faire un bébé et c'est le en fait non, ils travaillaient chacun de leur côté sur ce projet-là en fait et ils se sont dit pourquoi pas. Voilà, j'ai essayé de synthétiser le fonctionnement en quelques lignes de comment ça marche un CD. Il y a des lasers. Voilà, en fait c'est un laser. Ça tire dans tous les sens. D'où Laserdisc. C'est un laser en fait qui est projeté en fait sur une surface, sur un disque donc du coup sur lequel sur lequel il trouve des surfaces planes et des surfaces irrégulières qu'on appelle pits. Ces surfaces planes ont une valeur binaire de 0. Et les surfaces irrégulières, donc on appelle pits, ont une valeur binaire de 1. Donc en fait, ça fait le laser il frappe à la fois un coup les planes, un coup les pits, un coup les planes, un coup les pits. Et donc 1, 0, 0, 1. Et donc ces informations binaires, en fait, le 1 et 0, sont transformées ensuite par un convertisseur numérique analogique. Là, genre, si vous voulez en savoir plus, allez voir Wikipédia ou machin. Démerdez-vous. Ouais, parce qu'à un moment, il y avait des formules, machin. Mais grosso modo, ça serait en fait parce que le disque est toujours gravé. Voilà. Mais plutôt que d'avoir une aiguille ou quoi que ce soit qui vient lire la gravure, voilà, là, c'est des lasers qui viennent chercher l'information là où il y a où c'est gravé ou pas. Voilà, exactement. Okay. C'est exactement ça. Donc forcément, entre Sony et Philips, il y a quand même quelques débats houleux sur le format final de la galette, là, du disque, du CD du coup. Philips proposait un CD de 11,5 cm pour une durée de 60 minutes maximum. Mais c'est finalement Sony qui a eu le dernier mot en proposant un CD de 12 cm de diamètre pour une durée totale de 74 minutes. J'en parle parce que en fait, il y a une légende, en fait, ça j'ai trouvé ça sympa. C'est qu'en fait, c'est un chef d'orchestre, Herbert von Karajan, je ne sais pas d'où il vient. Si tu nous écoutes, Herbert, qui a proposé à la femme du président de Sony, ce qui serait bien, c'est que votre invention, là, le disque, le CD, contienne la 9e symphonie de Beethoven, jouée en live lors d'un festival à Beyrouth. Mais c'est une version super lente en fait de cette 9e symphonie et il faut qu'il dure 74 minutes et il faudrait que ce disque-là, cette symphonie-là tienne sur ce CD. Ça c'est la légende un peu romantique. La vérité apparemment serait un peu moins romantique. En fait, c'est juste un compromis en fait qui a été trouvé entre Philips et Sony. En fait, et j'adore encore mieux cette histoire parce que ils ont dit pleurer. Et même limite parce que tu te dis putain à l'époque peut-être que ça se tirait dans les pattes mais au final ils ont trouvé un accord et c'est le meilleur compromis d'avoir ce CD de 12 cm et 74 mm parce qu'en fait il avantage aucun des deux parce que forcément qui dit CD dit aussi appareil, dit machin, chacun avait leur technique de fabrication et du coup ils se sont dit si on fait un truc nouveau, il va créer quelque chose de nouveau, voilà, chacun de leur côté et du coup je trouve ça pas mal en fait parce que il n'y a pas de c'est ça, c'est que plutôt que... Et il y a une collaboration jusqu'au bout, en fait. C'est ça. Moi, honnêtement, je suis de la période du cassette et beaucoup CD. Et je me disais, même ado, quand j'avais un CD, je me dis, qu'est-ce que tu pourrais faire mieux que ça, quoi. Il y a des chansons qui tiennent sur un truc que tu peux ranger entre tes deux fesses, quoi. Et je me souviens quand j'ai eu la possibilité de pouvoir acheter des CD, je prenais ça comme des trésors en fait. C'est mon CD parce que j'avais des modèles autour de moi de mes tantines, ma mère qui achetaient des CD et que du coup moi aussi je veux le faire aussi. Moi aussi je veux avoir la musique à moi et que je jouerai sur mon appareil à moi et comme je veux en fait. Si je veux jouer que la première piste, j'appuie sur un repeat et je veux que la première. Et donc je finirai juste avec pour le disque compact. En citant les 3 premiers en fait, albums qui sont sortis. Donc, le premier c'était une symphonie alpestre de Richard Strauss, une musique classique. Le deuxième album c'était ABBA, l'album s'appelait The Visitors. Voilà. Et le troisième album c'était un album qui était vendu en fait au Japon en même temps que la première platine. Donc la platine qui lisait le... Ok. T'achetais les deux et... T'avais l'album de Billy Joel, comment tu dis ça là 52 ND
52 Street. Voilà, 52 Street. Donc forcément le CD, ça y est devenu au fur et à mesure du temps un super succès qui a balayé les vinyles, les cassettes audio, et même les disquettes informatiques. J'en ai pas parlé, mais les disquettes. Si tu veux pas le savoir. Voilà, c'est une époque qu'on essaie de cacher. Voilà, sauf que forcément les CD à partir d'une certaine date ont été surpassés, surécrasés par les fichiers MP3 et la technologie qui va avec. Et je vais vous en parler. Le train en marche, tu n'arrêtes pas le train en marche, tu n'arrêtes pas le train de la technologie. Donc en fait, qu'est-ce que le MP3 ? Là aussi, j'ai fait super court. En fait, c'est une technique de compression de données. En fait, le format MP3 en fait trouve ses origines. Et tu vas être surpris aussi, je pense, dans l'industrie de la téléphonie. Mais cette industrie de la téléphonie qui a été établie dans les années 1920. Ah ouais, d'accord. En fait, quand ils ont créé le téléphone et tout ce qui va avec, c'était aussi le début de comment les scientifiques sont mis bien des années après, mais à en venir au format MP3. Et en fait, grosso modo, c'est entre 92 et 95 qu'a été créé en fait le format MP3 tel qu'on connaît maintenant. Qui va sûrement être remplacé par d'autres trucs à l'après, mais voilà, c'est ça. Et donc forcément, lui aussi, le MP3, et surtout dans le contexte de l'avènement de l'Internet et la technologie qui va avec, ça a aussi bouleversé l'industrie de la musique, mais peut-être pas forcément dans le bon sens. Fin 90, c'était c'était l'arrivée de Napster. En fait, Napster, à la base, c'était un site de téléchargement illégal. Ok, ouais. Plus tard, c'est devenu un site de mec en prison. C'est devenu un site de streaming musical, mais pas gratuit, enfin je veux dire officiel quoi. Donc il n'y avait pas légal. Voilà, c'était ça, c'est le mot que je cherchais. Mais à la base, en fin 90, c'était un site de téléchargement illégal. Donc forcément, qui dit téléchargement illégal, dit FBI. Voilà, donc c'était le début un peu de la fin, et donc du coup il a fallu, pour les maisons de disques, les artistes, etc., trouver des feintes. Donc dans un premier temps, en fait, il y a eu des systèmes de distribution légaux de musique numérique qui ont été créés par les maisons de disques. Ça n'a pas marché parce que les prix pour s'abonner à ces sites-là étaient super exorbitants. Il y en a un qui a tiré, il y a une entité, on va dire, qui a tiré son épingle du jeu, c'est Apple. En créant en 2003 l'iStore, sur lequel on peut trouver de la musique, etc. Beaucoup moins cher. Oui, peut-être. parce que l'iStore fonctionne aussi avec le rêve de ces appareils. Voilà. Oui, c'est ça. Et sur lequel on peut, voilà, ta musique qui te plaît, hop, tu télécharges et ça te coûte 1€ et quelques, je sais pas combien de francs. Voilà, ça va vite. Moi, je me suis fait avoir plein de fois. Ah, ça. Et bref. Jusqu'à arriver en 2008, iStore, en fait, il contrôlait 70% du marché de la musique numérique. Ah ouais, quand même. Ah ouais, donc c'était pas dégueulasse. Et t'étais pas obligé non plus de payer un truc pour y être, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu payais que ce que t'achetais, en fait. Ouais. Tu t'inscris à Apple, etc. Forcément, tu dois avoir ton compte avec ta carte bleue, machin, mais une fois que t'as ça, voilà. Et je suppose qu'en interne, ils avaient des contrats avec les maisons de disques, et ils s'en sortent toujours, tout le monde. Donc. Et à partir de là, arrivent les plateformes de streaming. Donc en 2007, une des premières, c'est Deezer. C'est français, non ? C'est français, ouais, exactement. Donc il y a eu Deezer, il y a eu Apple Music, il y a eu YouTube Music, il y a eu Google Play Music, il y a eu Deezer, il y a eu Tidal, et il y a le leader du moment. C'est vraiment, quand je dis leader, c'est vraiment le leader du moment, c'est Spotify. Donc qui lui est sorti en 2008, juste après Deezer. Donc voilà, c'était un petit voyage dans le temps, de 1877 à 2020, pardon. Si la musique vous intéresse pas, intéressez-vous à ce qui joue la musique. Voilà. Non, mais c'est important de savoir, parce que les jeunes qui sont dans la rue, la musique elle sort du téléphone. Ouais. Et du coup, je me suis imaginé, je finis juste avec ça, imaginer quel serait le next level, quoi. Et je me suis dit, le corps humain. Ah bah de toute façon c'est la prochaine étape. Hein. Tout va se faire. Des ondes, en fait, toi, des trucs
qu'on enverrait dans la tête, dans le cerveau, puis il n'y aurait limite plus de son en fait. Le problème, c'est que Plus de son, aujourd'hui, au limite, tu vois des mecs avec des écouteurs être comme ça, donc tu sais que c'est par rapport à la musique, mais demain, tu vas voir un mec dans la rue, il sera comme ça. Tu te dis, est-ce que c'est juste qu'il prend du crack ou il aime la chanson? Ah bah l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais oui, je me suis. Ma soeur m'a offert un tourne-disque, donc du coup pour Noël. J'ai une petite fièvre là du vinyle et c'est un peu aussi une thérapie parce que j'ai vraiment perdu ce compte à cause ou grâce, je sais pas, du MP3. J'ai un peu perdu ce rapport-là avec la musique et du coup j'ai aussi voulu faire ça pour me rapprocher un peu de découvrir la pochette, découvrir tout ce qui est inscrit, qui a écrit cette chanson, etc. Enfin, c'est ça le côté vraiment musical, prendre le temps d'écouter un album entier et rien faire d'autre en fait que l'écouter. Il y a un petit côté religieux et je dirais même plus religieux parce que c'est vrai que quand on était de l'époque du compact, on connaissait rien d'autre que de mettre le compact, refermer le boîtier, attendre que ça se mette à tourner et ensuite appuyer sur le bouton. Là, tu as encore un côté cérémonial, tu sais, avec le mettre ton disque, souffler, faire attention. Enfin, ma mère, elle m'a toujours dit, hein, tu sais, la mode, c'est quelque chose qui revient continuellement. Donc, c'est pas parce que quelque chose est obsolète aujourd'hui que demain ça le sera encore. C'est juste qu'effectivement, les gens ont tellement perdu, tu sais, ce rapport avec la musique. On écoute les chansons, on les passe, on revient dessus, on fait de pause, tout ça, machin. Alors que, tu sais, quand tu balançais un morceau, bah. J'ai l'impression que le rapport que l'être humain a maintenant avec la musique, c'est devenu. Oui, on a banalisé la musique, alors qu'il faut pas oublier que, voilà, le problème avec le fait que ce soit pas. T'es pas les mecs, des gens en face de toi. C'est que tu peux écouter 60 fois la même chanson et à la fin te dire putain, j'en ai marre d'écouter cette chanson. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, le mec il a pas dû chanter 60 fois dans un tube pour pouvoir sortir un morceau. C'est qu'il a chanté qu'une seule fois, c'est juste toi qui banalise la chanson. Mais le mec, certains en tout cas, sont chiés à écrire des morceaux ou à jouer ou à ce genre de trucs. Ouais, donc je kiffe la musique. Moi j'ai envie de dire pause bière. Pause bière. Pause bière, pause cigarette, pause tôt. Pause tout. Pause tôt là, pause. Don't move. Pause.